J'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. On a été ambitieux. Je vais faire tout l'inverse de ce qu'a essayé de faire Marc-Henri, c'est-à-dire je vais mettre les pieds dans le plat. On va essayer de rentrer dans la biologie du mélanome pour essayer de comprendre les mécanismes. Donc, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais il y a des choses qu'on connaît. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qu'on connaît. Surtout, si vous voyez que je vais un peu trop loin, vous me faites des grands yeux. Vous n'hésitez pas, je préfère autant ralentir et me répéter plutôt que de perdre la moitié de la salle au bout de deux diapositives. Donc je vais commencer par vous présenter qui je suis. Donc j'ai un doctorat en physiologie et physiopathologie. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, je suis docteur mais pas médecin. Et ma spécialité, c'est la biologie fondamentale. La biologie cellulaire, ça veut dire que mon expertise, c'est la cellule. Le gène, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes, comment la cellule va traduire l'expression génique. D'accord? Donc j'ai fait des post-docs, toujours centrés sur la biologie cellulaire et comment les cellules s'organisent entre elles. Donc un premier à Montpellier, un deuxième en Suisse, où là on reviendra un petit peu, j'ai travaillé un petit peu sur les organoïdes. Et je suis revenu sur Montpellier pour encore étudier des mécanismes fondamentaux de la biologie cellulaire et de la prolifération des cellules. Donc, qu'est-ce qui relie tous ces projets? C'est de la biologie fondamentale. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, c'est bien de connaître plein de choses, mais à un moment donné, on aimerait peut-être aider un peu plus les médecins, leur faire agrandir leur boîte à outils et essayer de faire des choses un peu plus appliquées. Donc depuis 2020, je suis ingénieur de recherche dans l'équipe de Marc-Henri sur le mélanome uvéal. Et alors, qu'est-ce qui m'a fait venir? Donc c'est Marc-Henri, c'est le monsieur que vous venez de voir juste avant. Et donc l'équipe s'appelle DNA Repair et Uveal Melanoma, donc travaille sur la réparation de l'ADN et le mélanome uvéal. Et donc la particularité de cette équipe, c'est qu'elle est dirigée par un médecin-chercheur. Et donc, l'ADN de l'équipe, elle est mixte. Il y a des chercheurs purs, entre guillemets, comme moi, et il y a des médecins purs qui continuent de pratiquer. Ça veut dire que c'est des médecins qui sont au contact de vous et qui voient et qui peuvent appliquer ce que nous, on trouve. D'accord? Donc, il y a une réelle interdisciplinarité, même au sein de l'équipe. Et cette interdisciplinarité, elle se retrouve même dans les locaux. Donc là, c'est un schéma de la rue, donc la rue d'Ulm. Là, on est là. On est au bâtiment Berg. Là, c'est l'hôpital. Et ben nous, on est juste derrière, en fait. Et donc, il y a une réelle interaction et un réel bénéfice du patient, en tout cas, c'est ce qu'on essaye, de nos recherches. D'accord? On a une porte à passer et on est dans l'hôpital. D'accord? Et donc, l'idée, développée par Marc-Henri et par Manuel, c'est, à partir des observations des médecins, de nous les transmettre. Nous, on essaye de les comprendre, de trouver les points faibles des maladies, et une fois qu'on a identifié ces points faibles, de revenir au patient, et ça le plus rapidement possible. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, Denis ce matin l'a bien expliqué. Le mélanome uvéal, c'est juste un cancer rare, à comparer aux autres cancers. Il sort de l'UV, donc il a plusieurs endroits de la choroïde qui peuvent se transformer. Donc là, on va commencer la cellule. D'accord? Quelle est la cellule d'origine du mélanome? C'est le mélanocyte. Donc le mélanocyte, c'est une cellule quand elle est saine. Son rôle, c'est de produire un pigment, la mélanine. Donc pour les mélanocytes de la peau, ça nous permet de bronzer et de nous protéger des rayons UV du soleil. D'accord? Donc c'est quelque chose plutôt bénéfique pour le corps qui évite que le soleil endommage notre ADN et nous développe des cancers. Ces cellules dérivent des cellules à l'origine du système nerveux. D'accord? Donc c'est des cellules un peu particulières qui colonisent pendant le développement embryonnaire les tissus qui sont mélanisés. D'accord? Donc la peau ou l'UV. Les mélanocytes sont partout. Pas partout, mais à des endroits inattendus. L'épiderme, ceux-là on les connaît bien.
d'accord? C'est ce qui nous fait bronzer. Dans l'UV, cela vous les connaissez, mais il y en a aussi dans l'oreille interne, dans les poumons, dans les méninges, dans les os, dans le cœur. Donc des endroits qui ne sont absolument pas exposés au soleil. À quoi ils servent? On ne sait pas trop. Il y a des hypothèses qui suggèrent qu'ils ont un rôle dans la mécanique, parce que la mélanine, si elle protège du soleil, elle change aussi les propriétés physico-chimiques des cellules. Néanmoins, ça suggère que ces mélanocytes, s'ils sont là, ils peuvent aussi peut-être servir à autre chose qu'à protéger juste des UV de la lumière. Donc là, je vous ai montré des mélanocytes de la peau. Donc ça, c'est une peau saine. Et ça, c'est un mélanome de la peau. Donc on voit que même le mélanome, même s'il est désorganisé, il continue à produire de la mélanine. Alors ce n'est pas toujours le cas, on l'a évoqué ce matin. On peut avoir des mélanomes sans pigments, donc achromiques. Comment on passe de cet état sain à cet état cancéreux, malin? Vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Donc le schéma, on commence par en haut. C'est la cellule normale, tout va bien. Elle va subir une altération. J'y reviendrai après, quel type d'altération. Mais cette altération va modifier cette cellule. Elle va modifier cette cellule et son comportement. Par exemple, là on parle d'une cellule initiée qui va se mettre à proliférer de manière anormale. D'accord ? Ce n'est pas forcément tout de suite un cancer, mais c'est une prolifération anormale. Puis, s'il y a d'autres altérations, on peut par contre arriver à une prolifération anormale et une invasion à un cancer. Quels sont ces types d'altérations qui peuvent conduire à ces lésions? Ils sont génétiques et épigénétiques. Qu'est-ce que la génétique et comment ça se traduit? Donc là, on va aller de gauche à droite. Ça, c'est notre cellule. Okay, la cellule, dedans, il y a un noyau. En fait, elle contient tout notre ADN. Donc il faut savoir que dans une cellule, à peu près, chaque cellule contient 2 mètres d'ADN. Donc c'est empaqueté, très très fort. On n'y arrive même pas à imaginer. Dans notre corps, la quantité d'ADN globale, si elle est mise bout à bout, je crois que c'est 142 millions de kilomètres. Donc 18 fois la distance Terre-Neptune. C'est juste pour vous rendre compte à quel point c'est compacté, à quel point c'est régulé. Et donc, ils sont sous forme de chromosomes, et en fait, ils contiennent des gènes. Ces gènes, en fait, c'est une espèce de séquence. C'est une molécule avec une séquence. Cette séquence, c'est des bases. Donc, il y en a 4, A, T, G. C'est en fait des sucres. Et cette longue molécule, le code, c'est l'information. Donc ça, vous voyez dans les experts, les films comme ça. Le code, c'est l'information. Et donc, ces gènes, ils vont être décodés, quelque part, et ils vont être transcrits, puis traduits en protéines. Les protéines, c'est un peu ce qui va faire l'effet au niveau de la cellule. C'est un peu comme une brique de Lego. Donc, vous imaginez que la cellule, elle a besoin d'une paroi sur le bord, d'une paroi au niveau du noyau. Elle a besoin de construire sa propre forme, et du coup, elle va synthétiser des protéines. Donc la protéine, c'est un peu la brique de Lego de la cellule. D'accord ? Chaque cellule va contenir le même code génétique. Donc chaque cellule de votre corps contient la même information. Mais chaque cellule ne va pas lire la partition de la même manière. Et c'est comme ça qu'on arrive, un peu comme un chef d'orchestre avec la partition, chaque cellule va lire une partie de la partition, et c'est comme ça qu'on va avoir des cellules différenciées. Ça va ? Pareil, non mais de gauche à droite, on reconnaît bien le noyau, on reconnaît bien notre molécule d'ADN, et donc là, j'ai rajouté des petites boules. Alors ces petites boules, c'est juste la compaction qu'on appelle l'épigénétique. Donc ça, c'est un niveau de régulation supplémentaire. Il y a le code, mais comme je vous ai dit, on ne va pas tout lire. Et ça, c'est l'épigénétique de la cellule qui va dire « je lis cette partition » ou « je ne lis pas cette partition ». D'accord ? Donc on a la compaction et l'épigénétique qui va nous permettre de réguler la lecture de notre molécule d'ADN. Comment elle est lue ? En fait, il y a un intermédiaire. Olivier Lanz vous en a parlé un tout petit peu tout à l'heure.
c'est l'ARN. Donc c'est quasiment pareil que la molécule d'ADN, sauf que celle-là, c'est celle qui va servir. L'ADN, c'est la molécule de stockage. L'ARN, c'est celle que la cellule va utiliser. Donc cette petite molécule d'ARN, au début, elle sort telle qu'elle, elle va être épicée, c'est de l'épissage, ça veut dire qu'elle va maturer. On va enlever des bouts qui ne nous intéressent pas, on va faire en sorte qu'elle aille au bon endroit dans la cellule, c'est-à-dire qu'elle va sortir du noyau, et là, elle va être traduite par des complexes riboprotéiques, bon, des complexes, qui, eux, vont, à partir de cet ARN, construire la protéine. D'accord? Les protéines, vous connaissez, protéines animales, protéines végétales. Donc, en gros, la cellule, elle va utiliser l'information pour fabriquer ces protéines. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une mutation? Quand on a une mutation dans le génome, en fait, donc à ce niveau-là, eh ben, cette mutation, la plupart du temps, il ne se passe rien. D'accord? Parce que cette cellule qui a eu cette mutation n'est pas censée lire cette partie. Mais parfois, cette mutation va se transmettre à l'ARN messager, voilà, qui va du coup être transmise à la protéine. Et de la mutation de l'ADN, on se retrouve avec une mutation de la protéine, qui est la molécule qui agit sur la cellule. D'accord? Donc c'est ça, quelque part, le phénotype ou le caractère visible de la mutation génétique. Ça va? Vous avez fait le plus dur. En temps normal, ce genre de mutation, c'est très fréquent dans un corps humain. Il y a des mécanismes de sécurité au sein même de la cellule, c'est-à-dire la cellule elle-même va dire « Ouh, je suis muté, je meurs ». Parfois non. Et là arrive le système immunitaire qui, lui, peut reconnaître la cellule comme étant anormale et va la tuer. Il arrive malheureusement parfois qu'avec plusieurs mutations, il y ait des altérations qui permettent à cette cellule de contourner tous ces systèmes. Donc à la fois le système de sauvegarde intrinsèque à la cellule, c'est-à-dire de la cellule elle-même, mais aussi de l'environnement immunitaire. Et c'est là qu'on arrive au cancer. Alors, le mélanome, par rapport au mélanocyte, comme je vous ai dit, le mélanome uvéal, c'est un mélanome rare, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus connu, qui est beaucoup plus fréquent, c'est le mélanome cutané, donc il est à peu près 30 fois plus fréquent. Et donc, on le connaît bien, celui-là. Et donc, je vais vous parler là des altérations géniques récurrentes. N'ayez pas peur, ce qui se cache derrière, il y a des noms de gènes, ils ne veulent pas dire grand-chose, quelque part, on s'en moque un peu. C'est juste pour vous montrer, en fait, ces gènes, ils convergent et ils vont altérer la cellule de départ, le mélanocyte, dans un certain sens. Donc, les gènes impliqués, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, les gènes qui vont être mutés et qui vont créer des protéines mutantes, ils s'appellent BRAF. Alors, c'est des noms souvent qui ne veulent pas dire grand-chose. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est BRAF, NRAS, KIT, et il y a d'autres mutations importantes. D'accord? Donc, on se dit, chouette, c'est la même cellule. On va appliquer ce qu'on connaît du mélanome cutané, parce que beaucoup de gens travaillent dessus, sur le mélanome uvéal. Et en fait, pas du tout. Le mélanome uvéal est très particulier d'un point de vue génétique, d'un point de vue biologique. On ne peut pas, malheureusement, appliquer ce qu'on connaît sur le mélanome cutané au mélanome uvéal. Ce qu'on appelle, nous, les protéines oncogéniques, c'est-à-dire celles qui vont générer le processus de transformation cellulaire en cancer, ils sont deux. Il y en a deux. Le premier, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Marc-Henri, c'est l'altération de la voie GNA. Le deuxième événement, c'est le BSE, donc c'est soit une mutation de BAP1, soit une mutation d'SF3B1, soit une mutation de IF1X. Bizarrement, et on ne sait pas pourquoi, c'est mutuellement exclusif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être muté BAP1 et SF3B1, ou SF3B1 et IF1X. Ils sont globalement mutuellement exclusifs. Ça veut dire qu'ils ne se supportent pas les uns les autres. Donc il y a peut-être une faiblesse
pour nous à aller creuser là-dedans. Il n'empêche que même si c'est la même cellule d'origine entre le mélanome cutané et le mélanome uvéal, ce sont des maladies très différentes, d'accord? Notamment au niveau de la stabilité des chromosomes. Donc là, par exemple, je vous montre les aberrations chromosomiques observées fréquemment dans le mélanome uvéal. C'est un cancer très peu stable, donc il va acquérir de plus en plus de mutations. Ce n'est pas du tout le cas pour le mélanome uvéal. Et donc c'est toute la difficulté et tout le travail de Olivier Lanz de réussir à aider la cellule, même s'il n'y a pas beaucoup de mutations dans le mélanome uvéal, à voir ces mutations, à les détecter et à pouvoir s'en débarrasser. Donc la première, comme je vous ai dit, la première dans notre schéma de pensée, comme dit Marc-Henri, la première mutation, elle va activer la voie G-alpha-Q. La G-alpha-Q, c'est quoi? C'est une petite protéine à la surface de la membrane cytoplasmique, là, à la surface de la cellule, qui va dire à la cellule, tu peux proliférer ou tu ne peux pas proliférer. D'accord? Cette mutation, elle est activatrice. Ça veut dire que la cellule, même si on lui dit de ne pas proliférer, elle va proliférer. Donc ça, on connaît bien, ça active la prolifération, ça va. Le deuxième événement, donc appelé BSE, c'est soit l'inactivation de BAP1, soit la mutation des SF3B1, soit la mutation de cet autre gène. Et donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Pascal Mariani, il y a un vrai intérêt diagnostique à connaître la génétique de la tumeur, car le diagnostic n'est pas le même, le suivi n'est pas le même. Alors, à quoi ils servent? Nous, ce qu'on essaye de savoir, c'est à quoi servent ces gènes pour trouver la faiblesse, pour pouvoir attaquer le cancer. Ça, c'est notre démarche. Alors, c'est des gènes qu'on connaît bien. Voilà mon schéma de tout à l'heure. BAP1, il joue sur l'épigénétique. SF3B1, si vous vous souvenez, il joue à cette étape un peu délicate de la maturation de l'ARN messager. Et EF1X, c'est un facteur de traduction. Donc les trois n'ont rien à voir. On a la même maladie, en tout cas d'un point de vue global, alors que les mutations touchent des gènes qui n'ont rien à voir et surtout qui ont un effet global sur la cellule. Donc ça, c'est une première interrogation qu'on a. A priori, on se dit, il y a peut-être une cible qui est dérégulée parmi ces trois gènes, on ne la connaît pas. Donc ça, c'est un des axes de recherche, d'essayer de trouver un point de convergence entre ces différentes mutations pour essayer de trouver le point faible, un peu le talon d'Achille du mélanome uvéal. Donc la première question qu'on veut se poser au cours de ce projet, c'est quels sont les mécanismes oncogéniques que génèrent les mutations de ces trois gènes, PSE. Alors pour ce faire, on va, comme l'a dit Marc-Henri, dans des boîtes, prendre des mélanocytes normaux et récapituler ce qui se passe, en tout cas ce qu'on a l'impression qu'il se passe, au cours de la tumorigénèse. Donc là, je vous montre les différents acteurs. Donc là, c'est les gens qui travaillent vraiment dans ce projet. Il y en a d'autres, mais c'est les gens qui travaillent vraiment. Donc là, vous avez Marc-Henri, qui a présenté tout à l'heure, et qui a, là il faut reconnaître, c'est son idée. Donc c'est moi qui ai mis en forme l'idée, mais le premier jour que je suis arrivé, il m'a parlé de ce projet. Donc il a mis 2 ans à me convaincre qu'il fallait le faire, mais c'est son idée, la transformation in vitro, c'est vraiment quelque chose à laquelle il a longtemps réfléchi, et c'est vrai que vous allez voir, ça va nous donner des outils assez intéressants. Donc il y a Manuel que je ne présente plus, si vous ne le reconnaissez pas, il est là. Donc il y a Anne-Charlotte Lefranc qui est ingénieure, donc je les ai mis par ordre d'arrivée dans le labo. Donc Anne-Charlotte qui est ingénieure, donc qui va très rapidement arriver sur ce projet, et qui, elle, a une formation aussi de biologie cellulaire comme moi. Alice, qui est arrivée très récemment, qui, elle, est postdoc. Elle va nous apporter beaucoup aussi, Alice, parce qu'elle a déjà fait ce genre de projet, mais sur un autre type de cancer. Vous allez voir. Il y a Yu, qui est en haut,
qui est en Master 2 et qui est ophtalmo. Et il y a Myrtille, qui est arrivée la semaine dernière, qui est en Master 2 aussi et qui est oncologue. Donc l'idée, je vous ai dit, on va essayer de récapituler dans nos boîtes le processus oncogénique. Donc le premier, c'est de muter la voie G-alpha-Q. Ok, donc c'est celle-ci. Comment on fait? On fait de la transgénèse, ça veut dire qu'on va forcer les cellules à exprimer un mutant de cette protéine. Et la deuxième étape, c'est de muter. Alors je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler de CRISPR, c'est les ciseaux génétiques, il y a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps. On va utiliser cette technique. D'accord? C'est une technique assez nouvelle, mais qu'on maîtrise. Donc on va inactiver ces différents gènes ou introduire les mutations qu'on retrouve chez les patients. La troisième étape, qui n'est pas non plus une mince affaire, mais qui va nous donner à nous beaucoup d'informations, c'est de caractériser ce qu'on a généré in vitro. Donc comment caractériser d'un point de vue génétique? Est-ce qu'on va voir les altérations qu'on observe chez le patient? Phénotypique, ça veut dire comment les cellules vont être, comment elles vont se comporter, est-ce qu'elles vont avoir une tête de mélanome? Et fonctionnel, c'est est-ce qu'elles vont migrer, est-ce qu'elles vont proliférer? Et donc tout ça, on va le tester. Donc la première étape, qui n'est pas une mince affaire, c'est d'isoler les mélanocytes. Donc ça, on l'a déjà initié, on l'a déjà fait, avec Anaïs et André, postdoc dans le labo. Donc l'idée, c'est qu'on récupère une choroïde ou une tumeur, on la digère avec une enzyme parce qu'on a besoin, nous, d'avoir des cellules isolées, et on a cette suspension de cellules qui contient nos cellules à nous, mais pas que. Dans la tumeur, je ne sais pas si vous avez entendu parler du micro-environnement tumoral, ça, c'est des cellules que nous, on ne veut pas. Mais elles nous aiment bien. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est se débarrasser des autres cellules. On veut une population pure, notamment pour Olivier Lanz, pour qu'il puisse vraiment avoir des ARN propres pour pouvoir analyser ces néo-antigènes. Donc comment on fait? On fait une sédimentation différentielle. En gros, on laisse tomber. C'est la technique du laisser tomber. On laisse tomber nos mélanocytes. Pourquoi nos mélanocytes y tombent? Parce qu'en fait, la mélanine les rend plus lourds. Ils sont plus denses et donc ils coulent. Et donc, on attend 20 minutes, on enlève le surnageant et on peut récupérer nos mélanocytes. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une méthode révolutionnaire que nous sommes les seuls pour l'instant à avoir. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Qu'on nous envie. Donc voilà ce que ça donne dans nos boîtes. Attendez. Hop, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. En vrai, un mélanocyte normal et un mélanome. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple de tumeur. Donc, regardez, elles n'ont pas du tout la même forme. Vous voyez? Et ça, c'est des images représentatives de ce qu'on peut observer. Les tumeurs, les mélanomes SF3B1, ont plutôt cette forme un peu cubique, alors que les mélanomes dits BAP1 ont plutôt cette forme fusiforme. On ne comprend pas. Je vois des yeux froncés. On ne comprend pas, c'est l'inverse de ce qu'on s'attendrait. Est-ce qu'il y a un effet du plastique? Je vais y revenir plus tard. Mais c'est très intriguant. J'arrive à vous donner le statut génétique de mon échantillon juste en regardant les cellules. C'est frappant. C'était inattendu. Ça, c'est la tête de l'incubateur hier. Donc vous voyez, dans chaque puits, donc là vous avez des petites plaques 6 puits, il y en a 2 superposés, là il y en a 6 ou je ne sais pas combien. On a généré jusqu'à présent une quarantaine d'échantillons, donc grâce à vos consentements. Pairés, ça veut dire mélanocytes primaires et mélanomes, sachant que, si je parle sous le contrôle de Marc-Henri, jusqu'à présent, il y a une dizaine de lignées de mélanomes disponibles dans le monde, quelque chose comme ça. Donc là, en 3 mois de travail, on en a 40. Donc c'est pour vous dire aussi comme l'aide qu'on va apporter à la communauté mondiale. C'est-à-dire, en 3 mois, on a généré 40. Donc toutes, on ne va pas pouvoir toutes les distribuer, parce qu'il y en a qui poussent moins bien, il y en a qui poussent. Mais c'est pour vous dire la puissance de frappe qu'on va avoir. D'accord? Pour l'instant, on cultive en 2D, ça veut dire juste en une dimension, ce qui nous permet de les faire pousser. Alors ça ne pousse pas vite,
hein, c'est aussi pour ça que j'ai autant de boîtes. Ça pousse pas vite, mais ça pousse. Ça veut dire que nous, derrière, on va pouvoir travailler dessus. Donc là, je vous remercie, parce que sans vous, pour le coup, on n'a pas de cellules. À quoi ça sert? Donc il y a un premier aspect, un premier intérêt direct, c'est de générer des modèles, ce qu'on appelle précliniques. Ça veut dire qu'on va pouvoir cribler à grande échelle des nouvelles molécules inconnues, tester des combinaisons. Ces cellules, vu qu'on peut en faire pousser plein, on n'a pas besoin de beaucoup pour tester l'effet de drogue, donc ça, on peut le tester. Donc là, je suis obligé de mentionner Sergio, que je vois, donc, qui dirige le département du transfert. Il y a aussi la plateforme Biophénix de l'Institut Curie, qui peut nous permettre, car ils ont à leur disposition des chimiothèques, qu'on appelle, c'est-à-dire des molécules. On ne sait pas trop si elles ont un effet, mais on regarde. Et parfois, on peut tester plus qu'une molécule à chaque fois. Parfois, il faut des combinaisons. Vous vous souvenez, peut-être les trithérapies. On peut tester des nouvelles approches, c'est-à-dire là ce qu'on appelle du haut débit. C'est-à-dire qu'on a une puissance de frappe, vu qu'on a beaucoup de cellules, et que pour faire ces cribs, on n'en a pas besoin de beaucoup. On peut vraiment générer et tester énormément de combinaisons. C'est impossible sur le patient. On peut aussi faire des cribs génétiques. Donc ça, on a une autre plateforme à l'Institut Curie, dirigée notamment par Raphaël Margueron, qui est aussi, pour le coup, un spécialiste de BAP1, donc qui est un gène qui nous intéresse aussi. Donc là, l'idée, c'est de tester si on ne peut pas trouver directement une cible génétique afin de pouvoir la cibler d'une manière thérapeutique. D'accord? Encore une fois, on retombe sur le point faible du mélanome. Et évidemment, on va créer des lignées de mélanome, une espèce de catalogue qui va être utilisé par Olivier Lantz dans le DOD3 pour pouvoir développer des vaccins les plus larges possibles qui puissent bénéficier au plus de patients possible. Donc, quels sont les genres de tests? Donc là, je vais vous montrer juste quelques exemples de tests fonctionnels qu'on peut appliquer sur nos cellules. Donc là, c'est un test de migration, par exemple. Est-ce que nos cellules malades vont migrer plus vite ou moins vite que nos cellules saines? D'accord? A priori, on s'attend à ce qu'une cellule cancéreuse qui va métastaser va vouloir migrer plus vite. D'accord? Donc ça, c'est des expériences que j'ai faites dans ma jeunesse, en postdoc en Suisse. Donc c'est absolument pas en relation avec le mélanome uvéal, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on va faire, ce qu'on va appliquer au mélanome uvéal. Donc là, on a filmé les cellules. Donc là, vous voyez, vous avez des cellules, rien, et des cellules. Ça va? La nature a horreur du vide. Les petites cellules, si on les filme, eh ben, elles vont combler le trou. Elles vont migrer pour faire une espèce de cicatrice. Et là, je vous montre ce qu'on avait observé à l'époque sur un mutant, oncogénique pour le coup. En fait, les cellules malades n'arrivaient pas à migrer. Donc, on pouvait en conclure que ces cellules, même si elles étaient cancéreuses, ce n'était pas par une activation de la migration anormale qu'elles étaient dangereuses. D'accord? Donc ça peut aussi nous permettre de pouvoir cibler tel mécanisme plutôt que tel autre. Quels sont les modèles à notre disposition? Donc là, je vous ai parlé de 2D. Qu'est-ce qu'on va faire? Mesurer la prolifération, mesurer la migration. Il y en a d'autres des possibles. Donc ça, c'est la culture cellulaire. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Hein, on n'est pas dans un corps, il n'y a qu'un type cellulaire. On est en 2D, alors que dans le corps, nos organes sont en 3 dimensions. Il y a plusieurs types cellulaires. Donc il y a un autre modèle qui est utilisé dans les laboratoires qui s'appelle souris PDX. Alors, il y a une plateforme dirigée par ces deux personnes à l'Institut Curie, où en fait l'idée c'est de prendre un bout de tumeur et de l'injecter dans une souris. Bon, donc déjà, évidemment, c'est contrôlé éthiquement, mais l'idée c'est que là, la tumeur, elle est déjà en 3 dimensions, elle est un peu plus dans son élément naturel, on va dire, même s'il y a des défauts. Évidemment, le corps n'est pas un corps humain, donc il y a tout cet aspect immunitaire qui n'est pas récapitulé par ce modèle. L'autre gros problème de ce type d'approche, c'est qu'on ne peut pas cribler beaucoup de drogues. On ne peut pas cribler beaucoup de chimiothérapie. On ne peut pas tester 10 000 ou 100 000 drogues sur des souris. On ne va pas tuer 100 000 souris. Donc ça, c'est le désavantage. Il y a le modèle rongeur, c'est-à-dire on va créer, nous, génétiquement,
des modèles qui vont récapituler le mélanome uvéal. Et il y a le poisson zèbre. Malheureusement, ces deux-là, pour l'instant, ne sont absolument pas au point sur le mélanome uvéal et ne fonctionnent pas. Donc il y a, par exemple, pour le modèle rongeur, qui permettrait d'étudier la métastase ou la dormance, par exemple, il y a une collègue chercheuse au Canada qui essaye de mettre ces modèles en place et elle n'y arrive pas. Donc là, je vous ai mis les deux extrêmes. On a le système en 2D, donc dans les boîtes de pétri, qui permet un criblage d'énormément de molécules en assez peu de temps, mais qui présente une physiologie un peu incomplète. De l'autre côté, vous avez le PDX, qui ont l'avantage d'avoir une physiologie un peu plus proche de ce qui se passe dans la vraie vie, mais qui ne permettent pas un criblage à haut débit. Et c'est là qu'arrivent les organoïdes. Les organoïdes, en fait, c'est un peu au milieu. C'est en 3D, on peut mettre plusieurs cellules, plusieurs types cellulaires, on peut modéliser dans une boîte des organes, et du coup, on peut avoir une capacité de criblage qui est quand même assez conséquente. Donc, je vais vous montrer là ce que j'ai fait aussi par le passé. Donc là, vous avez, c'est des cellules de sein, d'accord? Encore une fois, on ne l'a pas encore mis en place sur le mélanome uvéal, mais on est en train de le faire avec Alice. Donc là, vous avez une coupe d'un tissu normal, et ici, vous avez, dans une boîte de pétri, ce qu'on arrive à reproduire. Donc vous voyez ici en bleu, c'est les noyaux des cellules. Okay, et donc là, vous voyez en 3D ce que ça donne, donc avec les cellules, les noyaux autour, et avec l'intérieur, la cynie. Okay, donc on peut induire, nous, de manière volontaire, des mutations oncogéniques qu'on veut tester et regarder comment l'organoïde se comporte. Et donc pour ce cas, par exemple, ce qu'on pouvait voir, c'est que quand on induisait la mutation potentiellement oncogénique, on voyait des cellules qui s'échappaient de l'organoïde, qui mimaient une dissémination par rapport à la tumeur. Donc là, on a même pu filmer les cellules. Donc ça, est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc ça, c'est juste en noir et blanc. Donc vous allez voir, ça va se passer ici. La cellule va sortir. Donc elle sort de l'organoïde. Et après, elle va aller migrer. Donc ça, c'est un modèle d'étude pour étudier la métastase, la dissémination des cellules cancéreuses dans le corps humain. Et donc ça, on peut le cribler. On peut en mettre plusieurs dans la boîte et regarder des milliers de molécules en même temps. D'accord? Donc ça, encore une fois, ce n'est pas un modèle parfait, c'est un modèle. Donc il a ses défauts, ses avantages, mais c'est un modèle intermédiaire. Bon, moi je trouve ça très joli, donc je peux vous montrer ça pendant des heures. Mais on va passer, si j'y arrive. J'y arrive pas. C'est bon. La deuxième question. Donc là, la première question, c'était comprendre le mélanome uvéal, comment il arrive. La deuxième question que m'a complètement spoilé Marc-Henri, c'est comment le contexte génétique de l'individu peut influencer la voie oncogénique. Alors ça, pour nous, c'est totalement nouveau, c'est totalement inattendu. Ça veut dire qu'en fonction de notre patrimoine génétique à nous, on va développer tel ou tel type de tumeur. Et ça, pour nous, c'est contre le dogme. En général, on se dit, bon, bah, on a une tumeur qui va se générer toute seule à partir de ses altérations propres. Et puis voilà. En fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il semblerait, donc ça, c'est les travaux qui ont déjà été publiés c'est parce que Marc-Henri a la même sonnerie de téléphone. Donc il a un peu stressé d'un coup. Donc pour récapituler, mais ça, il vous l'a déjà présenté, en gros, vous avez un gène qui est impliqué dans la pigmentation, qui s'appelle ERK2, qui va avoir, à un moment donné, dans le code de ce gène, qui va avoir une lettre, bon, il y en a plein d'autres des lettres, mais une base, qui soit va être C, soit T. Si elle est C, en fait, ça devient un haut risque. Alors, tout est très relatif dans le mélanome uvéal. Hein, on dit haut risque, ça reste très faible. Disons qu'on va avoir un risque de développer plus fort que la population normale, un mélanome uvéal. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le mélanome qu'on va développer va être BAP1 et pas SF3B1 ni EF1X. Et ça, cette base-là, elle est présente dans tout notre corps, pas seulement dans la tumeur.
D'accord? Donc ça veut dire quelque part que l'information présente dans ce gène-là va déjà prédestiner la tumeur qui va peut-être nous arriver. Alors pour nous, là, on nage. Hein. Là, il y a vraiment des choses à étudier, on a vraiment des choses à comprendre, et notamment sur la genèse du mélanome uvéal. Et on a les outils. Donc l'idée, c'est de prendre des mélanocytes primaires, bas risque ou haut risque. Je vais prendre l'exemple du haut risque avec ce gène-là, et de faire la mutation in vitro dans nos boîtes et de regarder ce qui se passe. Donc ce qu'on s'attend à voir par rapport à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'en théorie, ces cellules-là ne devraient pas être capables de donner ce type de mélanome-là et uniquement celui-là. D'accord? À l'inverse, si je prends l'autre gène IRF4, qui lui va favoriser ces deux voies-là, ces deux voies oncogéniques-là, quand on va le faire in vitro, en théorie, on ne devrait pas être capable d'avoir ces tumeurs-là. Une fois qu'on a ce modèle, on a tout à faire, on a tout à comprendre. Mais vu qu'on va avoir un matériel pur et abondant, entre guillemets, on va pouvoir générer tous les tests qu'on veut. Regarder les ARN, l'épigénétique, regarder les protéines. On va essayer de comprendre. Et là, on aura un matériel, ce qu'on appelle, nous, isogénique. Ça veut dire ce matériel de départ et ce matériel d'arrivée auront le même code génétique, hormis ce que nous, on a changé. Donc, on enlève la variation inter-individu, d'accord, qui est parfois un facteur confondant. Donc là, c'est juste pour vous montrer un résultat préliminaire. Je suis à la fin. C'est l'avant-dernière. Presque. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on est capable de manipuler ces cellules, ce qui n'est pas une chose facile à faire. Donc là, je vous ai juste montré des mélanocytes primaires en culture, c'est eux les plus difficiles à manipuler. Hein. Et ce qu'on a mis dedans, c'est une protéine colorée fluorescente qui s'appelle la GFP, donc qui est en verte, G pour green. Et donc là, on peut voir qu'on a bien des mélanocytes dont on a réussi à changer le génome et qui sont capables d'exprimer et d'être fluorescents quand on les éclaire avec une lumière bleue. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir, qu'est-ce qu'on va à la fin, qu'est-ce qu'on devrait avoir avec ce projet DOD2? On va répondre à une question, la question de l'influence du contexte génétique, c'est ce que je viens juste de vous présenter, mais aussi, et c'est là où le projet prend aussi son sens, générer une ressource importante de lignées caractérisées qui permettront de mettre en place des tests précliniques et aussi, avec le DOD3, d'identifier des néo-antigènes pour développer éventuellement plusieurs vaccins. Donc ça, c'est ma dernière slide. Donc c'est pour remercier évidemment l'équipe, parce que je vous ai mentionné les gens qui travaillaient directement dessus. Comme l'a dit Manuel tout à l'heure, c'est moi qui présente, mais je suis clairement pas tout seul. On est beaucoup à travailler. Donc ça, c'est le labo en entier, mais il y a aussi les ophtalmos, les chirurgiens, les anapathes, tous les collaborateurs. D'accord? Et on ne s'arrête même pas à Curie. On a des collaborateurs en Allemagne, on a des collaborateurs un peu à travers le monde. Et évidemment, vous, pour nous permettre, par vos consentements, d'avoir ce matériel si précieux pour la communauté scientifique. Je vous remercie.